Et si la guerre moderne ne se gagnait plus à la pointe des baïonnettes, mais dans les canalisations et les câbles électriques? Oubliez les images spectaculaires des combats de chars et des soldats dans la boue du Donbass. Un drame silencieux, presque invisible, se joue bien plus au sud, là où la guerre ne ressemble plus à ce que l'on croyait connaître. Ici, la Russie ne lance pas de grandes offensives de tranchées. Elle mène une guerre d'isolement, méthodique, où chaque coup vise à couper les flux d'électricité, d'eau, de carburant. Son objectif n'est pas d'écraser l'ennemi dans une bataille décisive, mais de l'étouffer lentement, de l'asphyxier jusqu'à ce que toute résistance s'effondre d'elle-même. C'est la stratégie du Sud-Piège. Transformer la région en île coupée du monde, où la population et l'armée ukrainienne manquent de tout, des vivres à l'espoir. Le front, ce n'est plus une ligne de feu, mais un réseau d'infrastructures vitales, ciblées une à une, jusqu'à ce que plus rien ne fonctionne. Les médias braquent leurs projecteurs sur les affrontements du Donbass, mais les véritables coups portés se jouent dans la répartition des ressources, la destruction chirurgicale des points névralgiques, la coupure des artères logistiques. Ici, une sous-station électrique détruite, là un aqueduc saboté, ailleurs un pont ferroviaire frappé au moment décisif. La bataille devient une partie d'échecs où chaque coup invisible peut précipiter l'effondrement d'une ville, voire d'une région entière. Si l'on refuse de voir cette transformation radicale de la guerre, on risque de rester aveugle à la façon dont une région entière peut s'effondrer sans qu'aucune offensive spectaculaire ne soit lancée. Sans bruit, sans fracas, mais avec des conséquences dévastatrices pour des millions de civils et la stabilité de tout un pays. Mais comment en est-on arrivé à cette guerre de l'ombre? Pourquoi le sud de l'Ukraine est-il devenu le laboratoire de ce nouveau type de conflit? Plongeons dans la mécanique précise de cette stratégie. Pourquoi le sud ukrainien, autrefois perçu comme une forteresse naturelle, se transforme-t-il aujourd'hui en piège mortel? Pour comprendre, il faut de regarder la carte. Le sud de l'Ukraine, c'est une véritable île logistique. Entouré par la mer Noire au sud et par le large fleuve Dnipro à l'est, ce territoire semblait imprenable en temps de paix. Cette géographie, qui était autrefois une force, se révèle aujourd'hui être une faiblesse majeure face à la guerre moderne. La mer Noire, jadis porte ouverte sur le monde, est désormais quasiment sous contrôle total de la Russie. Les navires civils sont piégés ou dissuadés d'entrer, les ports sont surveillés et la flotte russe, épaulée par des missiles côtiers, verrouille la région. Résultat, le sud ukrainien est coupé de la mer, isolé de ses routes commerciales vitales. Mais le problème ne s'arrête pas là. Toutes les artères logistiques qui relient cette zone au reste du pays passent par des points extrêmement vulnérables. Quelques ponts, des gares de triage, des voies ferrées qui serpentent entre le fleuve, les marais et les frontières. Chaque pont est un goulot d'étranglement, chaque nœud ferroviaire une cible facile. Il suffit qu'une poignée de ces infrastructures soit détruite ou mise hors service pour que toute la région soit paralysée. C'est là où la stratégie russe entre en jeu, frapper précisément ces veines qui maintiennent le Sud en vie. Plutôt que de lancer des assauts frontaux coûteux, l'armée russe cible systématiquement chaque axe logistique, chaque station électrique, chaque dépôt. Peu à peu, la région est asphyxiée, coupée de ses approvisionnements et de ses renforts. Le risque est immense, voir tout le sud de l'Ukraine devenir un vaste cul-de-sac, où ni l'armée, ni les civils, ni l'économie ne peuvent de survivre. Ici, la défaite ne viendrait pas d'une bataille perdue, mais d'un effondrement imposé par l'isolement et la pénurie. Mais comment concrètement cette nasse logistique se referme-t-elle sur les villes et les soldats ukrainiens? Entrons dans le détail de cette asphyxie progressive. Quand une ville meurt-elle vraiment? Est-ce quand les combats s'arrêtent, ou bien quand l'eau ne coule plus au robinet et que la lumière s'éteint pour de bon? Au sud de l'Ukraine, la guerre a changé de visage. Ici, l'objectif n'est plus de prendre une ville à l'assaut, mais de la vider de sa force vitale, morceau par morceau. Le cas de Mykolaïv en est l'exemple le plus frappant. Depuis plusieurs semaines, la ville subit des frappes chirurgicales. Les cibles, les infrastructures ferroviaires, les gares de triage et les dépôts de locomotives. Chaque coup n'est pas une simple démonstration de force, mais une tentative d'isoler la ville du reste du pays. Les rails tordus, les aiguillages arrachés bloquent les trains essentiels au ravitaillement. Mais le véritable drame, c'est l'eau. Mykolaïv, malgré sa position entre deux rivières, dépend presque entièrement du canal Dnipro-Mykolaïv pour son eau potable. Quand ce canal est saboté et placé sous la menace constante des tirs, la ville bascule dans une crise humanitaire. Les habitants survivent avec de l'eau transportée par camions-citernes, parfois à peine potable. Les installations de traitement de l'eau s'encrassent, les tuyaux rouillent et les maladies apparaissent. Même l'armée, sans eau propre pour boire, cuisiner ou désinfecter, perd sa résistance physique. Ce n'est pas un détail.
Dans une ville en guerre, le manque d'eau tue le moral avant même que la faim ne s'installe. Cela entraîne des épidémies de dysenterie ou d'hépatite qui peuvent décimer une garnison plus sûrement que n'importe quelle salve d'artillerie. Aucun bastion ne tient longtemps sans logistique. C'est la même logique qui s'applique à Odessa. Là-bas, la cible, c'est l'électricité. Les frappes répétées sur les sous-stations électriques plongent toute la région dans le noir, paralysant le port, cœur économique du Sud. Sans courant, les grues immenses s'arrêtent, les pompes à essence se taisent, les silos à grains deviennent inutiles, et les navires, même s'ils parviennent à accoster, ne peuvent en plus décharger rond. L'économie s'asphyxie, les exportations sont à l'arrêt, et la population doit choisir. Braver l'hiver sans chauffage ou fuir. Encore plus fragile, les ponts et nœuds ferroviaires comme celui de Zatoka. Ce pont, unique trait d'union vers la Roumanie, est attaqué avec une régularité implacable. À chaque réparation, une nouvelle frappe l'envoie à nouveau au sol. Quand ce pont tombe, c'est tout le sud qui se retrouve enfermé, coupé des renforts, des vivres, des armes. Les routes alternatives sont rares, longues et peu fiables. À mesure que l'eau, l'électricité et la logistique cèdent, la résistance s'effondre en silence. Les soldats manquant de munitions, les civils de soins, la démoralisation gagne. La ville devient piège, la garnison otage de son propre isolement. C'est une guerre d'usure, où chaque canal, chaque ligne à haute tension, chaque voie ferrée peut devenir le point de bascule. Jour après jour, l'étau se resserre autour du sud ukrainien. Mais jusqu'où ce siège silencieux peut-il aller ? Que se passe-t-il quand une ville ou une région entière perd complètement ses derniers liens vitaux ? Voyons maintenant quelles conséquences immédiates cela pourrait avoir sur le front sud. Et si la prochaine grande défaite n'était pas une bataille perdue, mais l'impossibilité pure et simple de continuer à se battre, c'est ce risque qui plane désormais sur le sud de l'Ukraine, où la guerre ne se joue plus à coups de chars, mais sur les fils ténus de la logistique et du moral. Les camions sillonnent encore les routes, tentant de suppléer les voies ferrées détruites. Mais la route ne remplace pas le rail. Chaque colonne est une cible facile pour les drones et l'aviation, les pertes s'accumulent, et le flux de munitions ou d'essence s'amenuise. Même en multipliant les efforts, un camion ne remplace pas un train, et chaque convoi manquant signifie une position qui faiblit. Le Dniepr, devenu une frontière infranchissable, étrangle toute tentative de secours. Les barges et petites embarcations qui osent s'y aventurer sont repérées, pilonnées, coulées presque systématiquement. Ce n'est plus du ravitaillement, c'est une mission suicide, un sacrifice sans espoir de changer la donne. Cette asphyxie logistique déclenche une crise en cascade. Les ports, à l'arrêt faute d'électricité, ne reçoivent plus ni cargo ni marchandises. Le pays, déjà éreinté par la guerre, voit ses exportations fondre, ses finances s'écrouler. La hryvnia s'effondre lentement mais sûrement, et l'horizon économique se bouche pour des millions de familles. Dans cette atmosphère de siège, le moral s'effrite. Les soldats attendent, frigorifiés, dans des tranchées où la nourriture se fait rare et l'eau potable précieuse. Les civils, eux, s'habituent aux coupures de courant, aux files d'attente interminables, à la peur de l'abandon. L'épuisement, la faim, la lassitude grignotent les dernières réserves de confiance et de volonté. Si rien n'arrête cette spirale, le Sud pourrait être perdu sans même une grande bataille. Et l'effondrement d'une région pourrait entraîner tout le front, comme une série de dominos qui s'abattent, trop vite pour être rattrapés. Mais face à cette méthode d'asphyxie, existe-t-il encore des leviers d'action ou devons-nous en tirer de nouvelles leçons sur la guerre moderne ? Peut-on réellement préparer une ville ou une armée à survivre à une guerre d'usure invisible ? La question n'a jamais été aussi brûlante. Car les frappes massives et les batailles de chars ne sont plus la menace ultime, c'est la lente asphyxie logistique, la désagrégation silencieuse du quotidien qui s'impose désormais comme la véritable arme fatale. La première leçon, c'est que la guerre moderne exige de protéger les infrastructures civiles au même titre que les positions militaires. Une station de pompage, une sous-station électrique, un pont ferroviaire valent aujourd'hui autant qu'une tranchée bien fortifiée. Car sans eau, sans courant, sans route, ni soldats, ni civils ne peuvent résister. Deuxième point, la redondance n'est plus un luxe mais une nécessité vitale. Une ville ou une région dépendant d'une seule ligne d'eau, d'un seul pont, d'un unique nœud ferroviaire, devient un piège mortel dès que l'ennemi cible ses points faibles. L'histoire récente montre que le moindre maillon brisé peut transformer des millions de vies en otages de l'isolement. Investir dans la décentralisation logistique et la rapidité de la mobilité devient crucial. Des routes de secours, des réseaux alternatifs ou mobiles, des stocks dispersés. Autant de mesures qui peuvent sauver une population et une armée de la paralysie.
Plus le système est rigide et centralisé, plus il s'effondre facilement sous les frappes ciblées. La guerre, désormais, ne se joue plus seulement dans les tranchées ou les airs. Elle se gagne ou se perd dans la capacité à résister à l'isolement, à maintenir un minimum vital de ressources même sous pression extrême. Prévoir l'imprévisible, c'est accepter que la prochaine offensive ne prendra peut-être jamais la forme d'un assaut frontal, mais celle d'une lente coupure de toutes les artères vitales. Il faut comprendre que le risque n'est pas limité à l'Ukraine. Toute région moderne, dépendante de systèmes complexes et centralisés, peut être frappée de la même manière. L'effondrement n'est plus un scénario lointain réservé aux zones de guerre, c'est une menace globale qui appelle à repenser nos défenses et nos priorités. Au final, que nous enseigne la catastrophe sudiste sur l'avenir des conflits. La prochaine époque de la guerre pourrait bien se jouer loin des champs de bataille visibles, dans l'ombre des réseaux et des infrastructures qui soutiennent la vie moderne. Mais alors, à quoi ressemblera ce nouveau champ de bataille où la survie dépend de chaque câble, chaque canalisation, chaque ligne de communication ? Demain, la victoire ne sera pas celle du plus fort, mais du plus résilient. À quoi sommes-nous vraiment préparés ? Cette question dépasse largement le sud de l'Ukraine, elle s'invite dans toutes les sociétés modernes, car la guerre ne ressemble plus aujourd'hui à ce que nous montrent les images de blindés ou les grandes offensives d'artillerie. Le champ de bataille s'est déplacé. Il se joue désormais dans l'invisible, là où s'achemine l'eau, l'électricité, le carburant, et où chaque coupure peut provoquer l'effondrement avant même le moindre combat frontal. La victoire ne s'arrache plus par la force brute, mais par la maîtrise des flux, la robustesse des réseaux, la capacité à endurer l'isolement et à réparer sous pression. Celui qui saura défendre ses arrières, ses infrastructures, sa logistique, celui-là tiendra. Les autres, aussi vaillants soient-ils sur le papier, seront lentement asphyxiés, jusqu'à l'épuisement des hommes et la paralysie des machines. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est courir le risque d'être dépassé lors du prochain choc, qu'il soit militaire, économique ou social. L'histoire récente nous montre que tout se joue bien en amont des affrontements visibles. La crédibilité d'une armée, la survie d'une région, la vie de millions de civils, tout dépend désormais de la capacité à anticiper, à protéger et à réparer, à être plus souple, plus rapide, plus résistant que l'adversaire. Chaque conflit qui éclate, chaque crise énergétique, chaque cyberattaque contre une centrale nous rappelle ce paradigme. La victoire appartient à la structure qui plie mais ne rompt pas, qui sait improviser devant l'imprévu. Et cela concerne chacun de nous, des décideurs aux simples citoyens. Sommes-nous vraiment prêts à affronter une guerre de l'ombre, où la pénurie, la coupure ou l'isolement deviennent des armes redoutables ? La vraie question n'est donc pas qui a le plus gros char ou le missile le plus sophistiqué, mais qui saura tenir quand tout vacille. Car la prochaine bataille se gagne déjà, loin du bruit des canons, dans la discrétion des réseaux, des routes et des tuyaux. À nous d'en tirer les leçons avant qu'il ne soit